Bonjour Dina Ionesco. Bonjour. Vous êtes chef de la section migration, environnement et changement climatique à l'Organisation internationale pour les migrations. Et puis vous avez publié un atlas des migrations environnementales aux presses Sciences Po. C'est un ouvrage très didactique, bien illustré, à mettre entre toutes les mains. J'aimerais d'abord vous demander ce que vous inspire ce reportage. Quelle est votre réaction? En fait, j'ai vraiment beaucoup aimé ce reportage. Je trouve qu'il donne vraiment le sens de la beauté de l'océan et des défis qu'il pose. Et aussi, il arrive à donner vraiment un sens de l'humain et de l'envie des gens de rester malgré les défis posés par le changement climatique dans leur quotidien. Là, on a décidé de mettre le focus sur une toute petite île, Batassane, 800 habitants, mais ce n'est pas un cas isolé. Non, je pense que des Ethel, des Eduardo, il y en a partout dans le monde. Donc oui, tout à fait, il y a la montée des mers et un des éléments qui met en péril beaucoup de personnes qui vivent en particulier dans ces petits États insulaires. Mais on pourrait avoir le même type de reportage sur le manque d'eau. Pas assez d'eau et la désertification et voir des réactions semblables de personnes face à ces réalités-là. Bonjour Martin Béniston. Bonjour. Vous êtes climatologue, professeur honoraire de l'Université de Genève. Vous étiez membre du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, lorsqu'il a reçu le prix Nobel de la paix en 2007. Alors on voit les habitants de Batassane qui font face, qui ne veulent pas abandonner leur île. En même temps, on voit la montée des eaux très rapide. Quels sont les modèles prévisionnels à l'horizon d'une génération? L'enfant d'Ethel qu'on a vu dans le reportage, est-ce qu'il pourra rester sur Batassane? Quelles sont les prévisions? Alors, c'est très difficile de donner des prévisions à une échéance de 10 ou 20 ans. Le GIEC, dont vous avez parlé, donne des échéances plutôt pour la deuxième moitié du XXIe siècle, là où les effets du changement climatique sont beaucoup plus visibles. Et même là, c'est ouvert à controverse parce que la montée du niveau des mers va être tributaire, évidemment, du taux de réchauffement, mais aussi de la fente de partie des glaces polaires, notamment le Groenland. Et actuellement, le Groenland semble fondre beaucoup plus vite que ce qu'on anticipait il y a 15 ou 20 ans en arrière. Ce qui fait que là où on avait des estimations de l'ordre de 80 cm, 50 à 80 cm d'ici la fin du XXIe siècle, dans les rapports du GIEC de 2000, 2001, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'incertitudes parce que ça va vraiment dépendre de ce qui se passe au Groenland. Alors même si on prenait l'optique d'une montée de 50 cm à 1 mètre, évidemment, cette île serait beaucoup plus en difficulté, et surtout ses habitants, malheureusement. Peut-être plus habitable. Exactement. En fait. On l'a entendu, ces gens veulent rester. Hein. Est-ce que la migration, c'est vraiment le dernier recours pour les personnes qui doivent faire face aux effets du changement climatique? Alors, très souvent, en fait, ceux qui sont le plus en péril ne peuvent pas en fait partir. C'est souvent les plus pauvres. Et donc, finalement, ils n'ont pas vraiment recours à la migration comme moyen de s'en sortir. Mais en même temps, quand on voit les catastrophes naturelles, souvent, la migration, et c'est plutôt de l'évacuation ou du déplacement, dans ces cas-là, c'est une fuite et un dernier recours. Mais ce qu'on essaye de dire, c'est vraiment d'aller au-delà et que ça ne soit pas, en fait, le dernier recours. La migration est forcée quand il y a des événements exceptionnels, par exemple des inondations sévères, ou c'est ça? Oui, on peut dire qu'il y a une sorte d'éventail de zones qui passent de la migration des formes les plus forcées. Par exemple, s'il y a vraiment une catastrophe naturelle avec une grande tempête, comme on a vu aux États-Unis, où là, il faut partir, il n'y a plus d'autre choix. Mais il y a toute une série de choix qui sont peut-être des choix contraints de personnes qui voient que leur environnement change. Et puis, on a des cas aussi où, finalement, c'est un vrai choix. Parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie de la façon dont l'être humain a toujours réagi. Et il faut envisager la migration aussi comme une possible adaptation finalement à ces réalités. Et c'est le cas surtout quand on a des dégradations lentes de l'environnement qui donnent le temps aux gens de penser à ce départ. Martin Béniston, quels sont les phénomènes climatiques, les effets du changement climatique qui peuvent pousser à la migration? Quelles sont les contraintes en fait, sur l'environnement qui risquent de rendre des zones à l'avenir inhabitables?
Alors, votre reportage le montre très bien avec la montée du niveau des océans. C'est peut-être un des rares cas où on a des liens de causalité directe entre des impacts de changement climatique et des besoins de migration, parce que c'est clair que des îles qui sont complètement inondées deviennent inhabitables. Souvent, le problème d'avoir des liens de causalité sont très difficiles à établir parce que vous pouvez très bien avoir, je sais pas, une sécheresse prolongée qui a des impacts sur l'eau, dont parlait ma collègue à l'instant, qui aurait des impacts sur l'agriculture et donc des problèmes économiques, peut-être des problèmes politiques, et on oublierait que sous-jacent à tout ça, c'est un problème climatique. Et du coup, on pourrait migrer momentanément ou de manière permanente, parce qu'une ressource manque, l'eau ou l'agriculture, mais finalement, ce n'est pas le climat directement qui force cette migration, c'est le manque de la ressource qui a été impacté par le climat. Et souvent, les liens de causalité, comme je le dis, sont très, très difficiles à établir. Les raisons de la migration sont multifactorielles Absolument. en réalité. Mais alors, on a parlé de la montée des eaux, de la désertification. Ce sont les deux grandes... enfin, les sécheresses prolongées qui provoquent la désertification, ce sont les deux grandes menaces. Je dirais ça, c'est les deux grandes menaces. Si vous êtes plutôt dans les régions polaires, vous avez la fonte de ce qu'on appelle le permafrost, ces sols gelés en permanence qui font en sorte que vivre dans ces zones où les sols deviennent de plus en plus instables à cause de cette fonte de permafrost, ça devient de plus en plus difficile, sauf si on a les moyens de se prémunir technologiquement parlant contre ces risques un peu d'ordre géologique. Sinon, vous avez aussi des zones qui pourraient être inondées par une fréquence plus grande de crues liées à des pluies extrêmes qui sont, selon différents modèles climatiques, possibles, notamment dans les moyennes et les hautes latitudes. Vous dites que c'est difficile de créer des liens de causalité. On a entendu notamment au sujet des ouragans, des cyclones, que on manquait de recul en réalité pour faire un lien de cause à effet directement. Malgré tout, il y a quand même derrière l'idée que les gaz à effet de serre sont responsables de cette multiplication des phénomènes climatiques extrêmes. Oui, tout à fait. C'est un peu comme un effet domino, si vous voulez. Vous avez le climat qui se modifie sur le long terme, qui peut accentuer l'apparition et la sévérité de certaines formes d'extrêmes, comme les ouragans qu'on a vu dans les Caraïbes cet été. Simplement parce qu'un climat plus chaud fournit plus d'énergie, cette énergie sous forme de chaleur, et c'est le moteur, si vous voulez, des ouragans, des pluies extrêmes, des sécheresses et des vagues de chaleur. Donc c'est clair qu'il y a, de manière intuitive en tout cas, des liens de causalité entre un changement climatique sur le très long terme et ces pics d'événements extrêmes qui se manifestent souvent sur le court terme. Dina Ionesco, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait aussi partie de la nature humaine, en quelque sorte, de se déplacer. Ça a toujours existé. Les hommes ont toujours cherché ailleurs aussi d'autres ressources. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Quelle est la spécificité, les enjeux particuliers des migrants environnementaux aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que c'est étonnant que la migration environnementale a été si longtemps absente des discussions, parce que c'est vrai, si on remonte à la préhistoire, on bougeait parce que l'environnement changeait. Donc, certaines choses n'ont pas changé finalement. Notre perception et notre compréhension a changé parce qu'on s'y intéresse et qu'on a essayé justement d'isoler ces facteurs environnementaux. On a fait beaucoup d'efforts pour les comprendre et les sortir de l'ombre et les séparer des autres facteurs, surtout ceux économiques ou politiques ou ceux de conflit. Ce qui est nouveau peut-être aussi, c'est on voit avec le dérèglement climatique et le nombre de catastrophes naturelles, il y a, c'est vrai, une ampleur plus importante. Il y a plus, on voit qu'il y a des migrations environnementales importantes. Mais dans la nature même, je pense qu'il n'y a pas un vrai changement de la nature de cette migration-là. Elle reste une migration de proximité avant tout, une migration interne aussi. Et c'est un mouvement de la vie quand même. C'est ça, je pense que ça fait partie du quotidien finalement d'un être humain, de se projeter aussi dans un ailleurs. Vous dites effectivement la plupart du temps ce sont des déplacements internes, mais l'ONU parle quand même d'une projection de 250 millions de réfugiés à l'horizon 2050. Est-ce qu'il faut craindre une vague migratoire à destination de l'Europe, des pays du Nord ?
Alors, je pense sur ce thème, et c'est pour ça qu'on a fait aussi l'Atlas, il faut être très nuancé et essayer de vraiment comprendre les questions des projections. En effet, vous dites que c'est très difficile même d'avoir des projections sur les questions du climat. C'est encore plus difficile d'avoir des projections sur la migration. Parce qu'on sait, par exemple, qu'entre 30 et 60 000 millions de personnes vont être dans des zones trop chaudes, vraiment de chaleur extrême. Mais ça ne veut pas dire que tous ces gens qui vivent là vont être des migrants, parce que la migration ne marche pas comme ça. Elle est multifactorielle, elle dépend aussi si on a les moyens, si on a le lien social. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention de ne pas penser que cette vague va arriver comme ça. Ces projections, il faut les prendre avec des pincettes. À mon avis, c'est plus les populations à risque que des réelles projections d'émigration. Alors, des déplacés internes, on en a aussi connu en Suisse cet été. Martin Béniston, avec ses éboulements à Bondeau, on en voit quelques images actuellement. Est-ce que ces glissements de terrain, ces inondations, il faut penser qu'elles vont se multiplier en Suisse aussi? Oui, c'est clair qu'un climat plus chaud va engendrer plus de ces événements extrêmes dans des régions qui sont de toute façon sujettes à différentes catastrophes naturelles. Et je crois que les populations alpines et les populations de montagne, de manière générale autour du globe, sont habituées à vivre avec le risque. Et ce n'est pas parce que de nouveaux risques apparaissent que l'humain ne va pas être capable de s'adapter à ces risques. Donc, je ne m'inquiéterai pas trop. C'est vrai que c'est dramatique, un événement comme Bondo. Les gens ont dû quitter leur maison pendant 1 ou 2 mois. Mais ça fait un peu partie de la vie dans des régions à risque comme les régions de montagne. Mais est-ce que ça veut dire que peut-être la région alpine pourrait ne plus être habitable? Il y aurait trop de risques? Non, je n'irai pas jusque-là. Comme d'habitude, et surtout pour des pays riches comme la Suisse, les capacités d'adaptation sont bel et bien là. Et c'est clair que si on sait quelles zones sont vraiment à risque ou seront à risque dans 1 siècle ou 2, on peut éviter de construire des maisons, des infrastructures et donc éviter, disons, de mourir lorsqu'il y a des événements de type Bondo qui surgissent. Donc toute la population suisse ne risque pas de se retrouver en plaine? Bon, disons, la majorité de la population se trouve... Il y a déjà, façon, mais... donc, non, je ne vois pas des migrations hors des régions de montagne, pour ces raisons-là, disons. Dina Ionesco, on parle de réfugiés climatiques. En fait, c'est un terme impropre parce qu'il n'y a pas de statut de réfugié pour les personnes qui migrent pour des causes environnementales. Ça, c'est dû aux conventions de Genève relatives au statut des réfugiés qui le précisent. Est-ce que ça veut dire qu'il faut créer une catégorie supplémentaire pour ces personnes dans les conventions de Genève? Imaginez une autre forme de protection. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, c'est sûr que l'environnement est une cause de migration et des gens vont avoir besoin de protection. Mais avant tout, cette migration est interne. Donc, tant qu'on ne va pas traverser une frontière, on est sous la responsabilité de l'État d'origine. Donc, on ne peut pas vraiment parler d'un statut de réfugié qui serait donné par un État tiers ou une protection internationale. Donc, ça, d'un côté, donc, cela rend le terme impropre, en effet. Maintenant aussi, la Convention de Genève, il faut montrer qu'on est persécuté pour des raisons très précises et le changement climatique, l'environnement n'est pas encore couvert par cette notion de persécution. Et on a aussi cette difficulté pour créer un statut unique, comment fait-on si c'est si difficile d'isoler les facteurs environnementaux? Donc on est plein de bonnes intentions, mais on risque d'avoir peut-être un effet inverse de ce qu'on souhaite parce qu'on finit avec des catégories où toi, c'est l'environnement, c'est la sécheresse, tu restes. Toi, non, c'est la pauvreté, tu rentres. Non, toi, c'est le conflit, tu restes. Toi, c'est la traite des personnes, peut-être. Donc, c'est très compliqué, mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas trouver des solutions de protection. Il y a des protections humanitaires et il y a des accords aussi entre les États qui peuvent fournir cette protection-là. Alors, l'Organisation internationale pour les migrations travaille justement à trouver des formes de protection adaptées. Mais il y a aussi des États qui s'y essayent. Là, la Nouvelle-Zélande récemment a effectivement accordé un statut de réfugié climatique. C'est parce que ces pays sont peut-être plus proches aussi de pays du Pacifique qui vont peut-être frapper à leur porte. Le cas de la Nouvelle-Zélande est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir une vision en effet régionale par rapport aux petits États insulaires qui maintenant sont justement très
ils ont une voix très forte dans ce thème parce que c'est un peu leur survie qui est en jeu. Mais en même temps aussi pour la Nouvelle-Zélande, voilà, on parle peut-être d'une forme de protection aussi à un niveau régional. Et c'est aussi une forme peut-être de protection humanitaire qui donne un statut à part pour certaines personnes entrant en Nouvelle-Zélande. Mais est-ce que c'est un modèle qui peut être reproduit aussi dans d'autres contextes pour toutes les personnes, par exemple, qui sont à risque dans des zones deltaïques basses, où on parle de millions de personnes, est-ce qu'on peut envisager de telles solutions? Je pense que la Nouvelle-Zélande nous aide à nous projeter sur ce thème de la protection. Mais encore une fois, nous, on veut travailler sur un éventail de solutions. Et il faut vraiment penser qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces gens n'aient pas à devenir des réfugiés climatiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils restent ou qu'ils migrent, mais de façon digne et positive et volontaire et décidée, et un choix, pas une obligation, justement une contrainte, quand on n'a plus rien. Pour conclure, Martin Béniston, là on parle de statut à accorder aux réfugiés, on parle de la COP23, tout ça c'est entre les mains des États, de la communauté internationale. C'est difficile parfois pour le simple citoyen de savoir qu'est-ce que je peux faire. Enfin, qu'est-ce que vous conseilleriez aux téléspectateurs qui nous regardent pour essayer de prendre sa part dans cette protection du climat? Bon, En 30 secondes. Hein. Sachant que le problème climatique est aux 3/4 lié au secteur de l'énergie fossile, c'est ce domaine-là qu'il faut aborder en priorité si on veut vraiment réduire significativement les émissions de dioxyde de carbone et donc réduire l'ampleur du réchauffement à venir et donc l'ampleur des impacts tels que celui que vous avez montré au niveau de l'île des Philippines. Bon, ne prenez pas l'avion et ne prenez pas votre voiture ce week-end. Voilà, je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook.